Nous sommes chez Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, merci de nous recevoir dans votre espace de travail entre les pères et les mères de la pédagogie et des écrans de modernité. Première question, mai 68, à titre personnel, comment l'avez-vous vécu? À titre personnel, comme un formidable moment de libération, d'émancipation, et en particulier d'abord par rapport à ma famille. J'étais dans une famille d'extrême droite, de droite. J'avais le sentiment d'être oppressé par une pensée extrêmement autoritaire, pensée largement relayée à l'époque par l'ensemble des médias. J'avais milité dans un certain nombre de petits groupes, mais tout cela nous paraissait des actions isolées, et mai 68, ça a été la découverte que nous n'étions pas isolés, que nous pouvions nous inscrire dans un collectif plus large et que notre révolte individuelle pouvait faire sens au niveau de ce collectif. Alors vous êtes précisément dans un lieu très collectif puisque c'est le quartier latin et plus précisément sur la montagne Sainte-Geneviève, le lycée Henri IV. Vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles et comment vivez-vous Alors, les classes préparatoires, le lycée Henri IV, ça n'était ni l'Odéon ni les barricades. Certes, nous allions faire un tour à l'Odéon pour voir ce qui se passait, et de temps en temps, nous allions sur les barricades. Mais le souvenir majeur que j'ai de mai 68, c'est des journées entières, des journées de 10 heures, de 14 heures, de travail en commission, d'assemblée générale, de vote, d'adoption de textes de réforme sur la question des bourses, celle de l'enseignement professionnel, celle de l'accès à l'université, mais aussi sur des questions plus larges, peut-on égaliser les salaires et à quelles conditions, etc. Ça a été un moment d'effervescence intellectuelle fantastique, avec aussi des conflits forts au sein de ceux qui, comme moi, militaient dans cette mouvance, conflits en particulier entre ceux qui s'inscrivaient dans la mouvance du maoïsme, plus ou moins althussérien, et ceux qui, comme moi, venaient plutôt du personnalisme chrétien. Alors il y avait là des sensibilités qui, tout en convergeant en termes de révolte contre le désordre établi, comme disait Mounier, eh bien, exprimer des visions quand même relativement différentes de l'avenir, entre la grande révolution culturelle prolétarienne que nos collègues maoïstes prônaient, et puis l'autogestion dans sa tradition coopérative, telle que j'avais pu, pour ma part, la travailler. Il y avait des écarts importants, et ces écarts donnaient lieu à des débats épiques. Donc un cadre très collectif dans toutes ses composantes. Vous en faites l'expérience, et puis vous arrivez dans les années 70 à Lyon, et là aussi avec des approches, des entrées et des prises de responsabilités diverses dans le vaste monde de l'éducation. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre implication sur Lyon et sa région et vos responsabilités? Alors j'ai d'abord été responsable d'un collège expérimental où nous avons essayé de faire vivre la notion dite de pédagogie différenciée, c'est-à-dire de prise en compte des différences pour permettre à chacun d'atteindre les objectifs communs. Et puis assez vite, je suis arrivé à l'université Lyon 2, où j'ai vécu au sein des sciences de l'éducation une expérience assez formidable. C'était une époque où les sciences de l'éducation n'étaient pas simplement une préparation au métier d'enseignant, c'était une époque où le département réunissait des gens venus du travail social, venus de la santé, venus du syndicalisme, venus de l'éducation populaire, et c'était un creuset dans lequel tous ces gens réfléchissaient, poursuivaient en termes intellectuels, spéculatifs, la réflexion collective qui s'était amorcée en mai 68. Alors nous avions sans doute un peu perdu la bataille sur le plan politique, mais nous étions là, solidaires, à travailler ensemble, à travailler aussi à abattre les barrières, y compris les barrières traditionnelles mises par le système scolaire, puisque nous acceptions, y compris jusqu'en thèse, des gens qui n'avaient pas eu le baccalauréat et qui passaient par le diplôme des hautes études en pratique sociale fondé par Henri Desroches, à partir de la théorisation de leur pratique militante. C'était un moment d'effervescence qui prolongeait mai 68 d'une manière particulièrement intéressante. Et avec un lien visiblement très direct, très concret entre le monde de l'entreprise ou du secteur social ou de la santé et l'éducation. Je ne suis pas sûr que le monde de l'entreprise ait été très présent, le monde de la formation des adultes était évidemment très présent.
le monde de l'entreprise n'a pas massivement investi les sciences de l'éducation à l'époque, mais néanmoins nous étions dans un décloisonnement assez fabuleux. Cette société cloisonnée, cette société en tuyaux d'orgue, nous tentions de la subvertir pour faire exister une réflexion pluridisciplinaire, une réflexion qui se nourrisse de toutes les expériences sociales progressistes et qui réussissent, sinon à construire des modèles parfaits, du moins à alimenter les combats pour les affranchissements plus ou moins furtifs des uns et des autres, chacun dans notre secteur. Alors, 50 ans après, le colloque s'interroge, bien entendu, sur les éléments de permanence. Vous parlez de décloisonnement et de cadre collectif. Est-ce que 50 ans après, ce décloisonnement s'est opéré dans le vaste monde de l'éducation? Est-ce qu'au contraire, il y a une rétractation et qu'on retrouve des cloisonnements antérieurs? Ou est-ce qu'il y a une tension entre les uns et les autres? Quel est votre regard, 50 ans après, sur les apports de mai 68 et d'abord mai 68, est-ce que c'était une vraie rupture telle qu'on l'a souvent proclamée? Au niveau individuel, certainement. Pour moi, ça a été une rupture. Au niveau de certaines pratiques familiales et sociétales aussi. Au niveau de l'institution scolaire, je n'en suis pas sûr du tout. Je n'en suis pas sûr du tout. La plupart des idées qui sont apparues en mai 68 étaient inscrites dans la mouvance de l'éducation nouvelle dès le début du XXe siècle et dont le congrès fondateur se déroula à Calais en 1921. Respect de la liberté de l'enfant, sens du collectif, prise de responsabilité, accompagnement de chacun en respectant sa spécificité mais en inscrivant dans une dynamique de coopération. Tout cela existe dans l'éducation nouvelle. Tout cela a tenté de se concrétisé déjà dans l'éducation nationale par de grands congrès, les congrès de Caen, les congrès d'Amiens. Il a déjà existé un certain nombre de réformes, la mise à place d'un tronc commun sans latin, on a déjà mis en place le tiers-temps pédagogique, et au fond, ce que va faire Edgar Faure, c'est de prolonger cette évolution-là, ce mouvement-là, après les événements de mai 68. Mais de la même manière qu'avant mai 68, ce mouvement s'opposait à ce que le sociologue lyonnais Guy Vincent appelait la forme scolaire, eh bien, ce mouvement va continuer à s'opposer à la forme scolaire. Et la tension entre l'idéal de coopération et l'idéal de concurrence, entre la promotion du sujet d'un côté et puis le fonctionnement en raffinerie sélective de l'autre, cette tension-là va demeurer. Peu de temps après mai 68, les conservateurs vont prendre leur revanche et les quelques évolutions un petit peu libertaires de l'institution scolaire vont disparaître. On se souvient de la notation ABCDE qui n'a pas fait long feu, ou de ces quelques expériences de classe en rond et d'organisation de débats qui ont eu beaucoup de mal à s'instituer et qui ont aujourd'hui presque disparu. Au fond, ce qui existait avant 68, pendant 68, existe toujours aujourd'hui. D'un côté, ce que nous appelions en mai 68 l'instituant, c'est-à-dire le mouvement de ceux qui voulaient faire exploser les cadres au profit de la rencontre authentique entre les personnes et de la coopération entre elles. Et puis l'institué, c'est-à-dire la forme scolaire dans ses modes les plus traditionnels, 24 élèves ou 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, en se méfiant les uns des autres, et en ne communiquant pas entre eux, parce que toute communication est vécue comme un complot contre le maître. Et cette opposition-là, elle est toujours présente aujourd'hui, nous la voyons toujours à l'œuvre. J'allais vous interroger justement, cette opposition entre instituant et institué prend des formes nouvelles. Quel est votre regard sur ces formes nouvelles? On entend parler de tel ou tel mouvement qui se réclame, parfois même de grands pédagogues historiques, ou qui se réclament des idéaux de la démocratie. On s'intéresse évidemment à la diversité des compétences, on confond parfois personnalisation et individualisation, ou individualisme. Bref, quel est votre regard aujourd'hui sur les tensions que vous avez
soulevé tout à l'heure. Je crois qu'entre l'instituant et l'institué, la tension continue, mais qu'au sein de ceux qui se veulent instituants, des contradictions qui existaient déjà d'ailleurs en mai 68, mais qu'on ne voyait pas nécessairement, sont en train de se manifester de plus en plus fortement. Il y a ceux pour qui l'instituant, c'est effectivement l'individualisme. Le familialisme, c'est la création d'enclaves un peu libertaires au sein de l'institution scolaire, et nous voyons monter de plus en plus ces écoles dites alternatives, qui se réclament de Montessori ou de Steiner ou du courant des écoles démocratiques, qui sont gérées par des familles, qui emploient un directeur, qui choisit ses enseignants selon la pédagogie qu'ils veulent adopter. Tout cela est intéressant comme symptôme, mais est extrêmement préoccupant au regard de l'avenir du service public d'éducation. Service public d'éducation. Un service public d'éducation qui, au fond, se satisfait assez bien de l'existence de ces enclaves, dès lors que lui ne bouge que fort peu, et dès lors que lui continue à fonctionner selon la forme scolaire traditionnelle. Et je crois qu'un des problèmes de ceux qui, comme moi, ont vécu mai 68 et ont travaillé après mai 68, c'est de n'avoir pas suffisamment inventé des formes rénovées de services publics, et des formes de services publics intégrant la dynamique de l'innovation, et d'avoir maintenu ou d'avoir poussé cette dynamique de l'innovation dans les marges d'une forme d'anarcho-libéralisme, d'anarcho-alternative, qui me semble préoccupant. Alors un exemple de cela, on le voit très bien aujourd'hui, c'est la notion d'autonomie des établissements. On pourrait dire, après tout, la notion d'autonomie des établissements, c'est issu de mai 68. C'est l'autogestion instituée. Mais on peut dire aussi, la notion d'autonomie des établissements, c'est la concurrence. C'est la mise systématique sur le marché des établissements scolaires. Et je crois que entre une autonomie des établissements qui est une mise en concurrence et une autonomie des établissements qui s'inscrit dans un service public solidaire, où on respecte un cahier des charges national en promouvant la responsabilité des acteurs, il y a un gouffre. Et je crois qu'il nous faut, et c'est un chantier qui s'ouvre à nous aujourd'hui, travailler sur la notion de service public, en intégrant la notion d'autonomie dans ce qu'elle a de meilleur, mais en se méfiant très fortement de l'explosion, de l'atomisation que cela pourrait représenter si cette autonomie était poussée jusqu'à la concurrence extrême dans son modèle le plus libéral. Philippe Herrieux, pour conclure, s'il y avait un fil rouge depuis votre itinéraire personnel en mai 68, l'émancipation familiale dans un cadre collectif bien compris, jusqu'à ce que vous venez de dire à l'instant, ne serait-ce pas cela, c'est-à-dire la vraie rencontre dans une dimension de solidarité, certes personnalisée mais pas individualisée, mais l'attention portée à ce cadre collectif, c'est pas ça l'héritage principal ? Oui, sans doute, je dirais la coopération. La coopération parce que je me veux à la fois un héritier de Célestin Freinet et un héritier d'Henri Desroches, le fondateur du collège coopératif. La coopération parce que c'est le creuset au sein duquel chacun peut participer à la définition du bien commun sans abdiquer son identité. C'est là un sacré défi, participer à la définition du bien commun sans abdiquer son identité, faire en sorte que les intérêts individuels ne se choquent pas, ne s'entrechoquent pas les uns les autres dans la loi du plus fort, mais que par l'argumentation, le travail collectif, il participe à la construction d'un intérêt collectif pour lequel on se mobilisera ensemble.